Le guide suprême en Iran apparaît pour la première fois depuis le début de l'offensive israélienne. Ali Khamenei, menacé par l'État hébreu, on le sait, se terre dans son bunker, mais donc il a réagi, regardez, à travers un message vidéo. On est en train de le traduire, ce message vidéo. En attendant, regardez, ces propos ont été rapportés par les médias d'État iraniens. Les Américains doivent comprendre que toute intervention militaire entraînera sans aucun doute des dommages irréversibles. Le guide suprême, ils doivent savoir que l'Iran ne se rendra pas et que toute frappe américaine aura des conséquences graves et irréparables. Voilà pour les menaces. On part en Iran, à Téhéran, précisément retrouver le correspondant RFI France 24 LCI, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que les Iraniens attendaient, donc depuis le début de l'offensive vendredi, attendaient la réaction du guide suprême ? Alors en fait, c'est le deuxième message qui a été lancé par le guide suprême. Un message qui avait été lancé le premier jour après le début des frappes. Et là, donc, cette déclaration intervient après donc les déclarations du président Trump. Et on s'attendait bien sûr à une telle déclaration, d'autant plus que le président Trump a dit, par exemple, que le guide suprême iranien se cachait en ce moment, et donc les Américains savaient où il se trouvait, mais n'avait pas pour l'instant l'intention de le tuer. On s'attendait bien sûr qu'il parle pour répondre donc aux menaces d'intervention américaine. Dans son message, il a dit qu'il n'était pas question, que ça aura des conséquences et des dommages irréparables pour les États-Unis si jamais ils intervenaient. Et puis aussi, il a dit, autre point important, il a dit aussi que l'Iran résistait, le peuple iranien résistait actuellement face à une agression qui lui a été imposée et résistera également face à une paix que les Américains voudraient éventuellement lui imposer. Donc, ce qui veut dire que pas question de capituler, pas question d'accepter, par exemple, un accord si jamais il y a des discussions de nouveau qui aura pour conséquence le démantèlement du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran ou du programme nucléaire iranien. Donc un message de fermeté qui a été lancé par le guide suprême iranien. Merci beaucoup Siavosh, donc en direct de Téhéran. On en parle avec nos invités, Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI. Bonjour Xavier. Bonjour Magali. Le général Dominique Delors, bonjour. Ancien chef du Centre opérationnel interarmé, auteur de 2031, les batailles de la présidente aux éditions du Sémaphore. Valérie Nataf, bonjour Valérie. Bonjour. Ancienne correspondante à Washington, et Shirley Sidbon, bonjour. Journaliste à France 24, collaboratrice du journal israélien Haaretz. Xavier, effectivement, c'est un message extrêmement déterminé de la part d'Ali Khamenei. Oui, c'est le message qu'on pouvait entendre, c'est le message de menace, et notamment qui répond précisément quand même à Donald Trump. N'entrez pas dans cette guerre-là, car vous pourriez le regretter amèrement. C'est en synthèse ce que dit l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, le message que tout le monde attendait. Pas du tout de proposition de négociation, pas du tout d'ouverture pour une possible discussion, comme l'a pensé à un moment Donald Trump. Vous savez, il y avait cette théorie comme quoi Benjamin Netanyahou mettait une énorme pression militaire sur les Iraniens, alors que dans le même temps, Donald Trump allait proposer de continuer les discussions qui se sont arrêtées, comme c'était prévu d'ailleurs au 60e jour. Mais il y avait des négociations prévues dimanche dernier à Oman, à Mascate précisément, au moment où le vendredi, les Israéliens ont frappé Benjamin Netanyahou, frappant le 61e jour, donc juste après l'ultimatum de Donald Trump. Donc là, on voit bien que pour le guide, l'important est d'empêcher les Américains de rejoindre le petit Satan, c'est ainsi qu'il l'appelle. D'ailleurs, dans son texte, il ne parle jamais d'Israël. Non. Il peut employer l'expression petit Satan. Alors là, il faut voir en détail, il faut tout traduire. Il peut employer aussi l'entité sioniste. Exactement. Alors, dans ses propos aussi, et Siavosh Ghazi en parlait, il dit « La nation iranienne s'oppose fermement à la paix imposée, tout comme elle s'opposera fermement à la guerre imposée, tout comme elle s'opposera à la paix imposée, et cette nation ne se soumettra pas à l'imposition de qui que ce soit. » La paix imposée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut parler de paix négociée ? Non, les paix imposées ne sont pas négociées, justement. Non, mais justement, est-ce que c'est cet appel-là ? Donc, en fait, ils refusent la proposition de l'ultimatum américain, en fait. L'ultimatum américain de venir rompre ce qu'est l'articulation majeure de ce conflit, c'est-à-dire ce régime des Mollahs qui veut la destruction d'Israël, et ce régime qui cherche et qui est en passe de se doter d'armes nucléaires.
Donc là, les Israéliens ont tapé pour casser ou bloquer le programme nucléaire, mais ce n'était pas terminé et le régime Mollah est toujours en place. Donc cette articulation résiste. Alors là, les Américains, enfin le président Trump a mis un ultimatum au guide suprême qui semble le refuser complètement et donc vraisemblablement on va vers l'étape suivante, c'est-à-dire un engagement probable parce que les conditions militaires sont optimales et donc s'il y a un moment pour y aller, c'est maintenant. Mais alors, il empêche Donald Trump d'entrer en guerre juste par la menace. Il ne propose rien. Alors, oui, on est dans une forme de rapport de force, de je montre mes muscles. Il y a eu des propos très belliqueux de Donald Trump. On ne s'attendait pas à moins du guide suprême. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Israéliens sont persuadés que les Américains vont entrer en guerre, d'après ce que je comprends. Et entrer en guerre n'est pas le bon terme, en fait. Pardon, je vais me corriger tout de suite. Ce qu'on comprend de ce qui se dit à la Maison-Blanche et de ce que pensent les Israéliens, c'est une série de frappes tactiques sur des sites et des cibles bien précis, ceux qui contiennent les installations nucléaires, mais pas au point de provoquer un changement de régime. C'est ce que disent les conseillers de Donald Trump à la Maison-Blanche. Changer de régime, non. Les priver de la bombe atomique, oui. Les buts de guerre sont évidemment différents. Cette tentation militaire des États-Unis, justement, on en vient parce qu'il y a eu un conseil de défense hier à Washington. On attend maintenant la décision de Donald Trump. Va-t-il engager son pays, effectivement, dans le conflit au Moyen-Orient ? Et comment, dans quelle ampleur? Une posture à rebours de tout ce qu'il a toujours été. Vous vous souvenez de ses discours pendant la campagne, mais aussi pendant son premier mandat. Pour le moment, il n'a pas arrêté sa décision. Mais il y a quelques allusions qui nous semblent de plus en plus claires, comme hier, quand il affirme « Nous avons maintenant le contrôle complet et total du ciel iranien ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Jusqu'ici, ça avait été revendiqué par les Israéliens. C'est les Israéliens qui le contrôlaient. Quand il dit « nous », ça veut dire que les États-Unis, ça y est, sont déjà impliqués? Avec cette phrase, en effet, il dit qu'il y a une association, que oui, les Israéliens ont fait ce qu'ils ont fait avec l'appui américain, avec les armes américaines. En disant le oui, le nous, c'est vrai que là, il indique qu'il y a un sort commun, un sort joint. Maintenant, on n'est pas très clair comment ça va se traduire sur le terrain, mais c'est vrai que on imagine au maximum, enfin, c'est ce qu'on peut imaginer concrètement et logiquement, que ce soit les sites dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est quelques sites qu'Israël ne peut pas atteindre et que les États-Unis pourraient atteindre. Mais j'imagine que Donald Trump, étant, comme vous l'avez dit, toujours opposé à cet interventionnisme américain, va essayer de limiter au maximum, mais d'avoir quand même une image de victoire qu'il pourrait revendiquer. Oui, c'est vrai que même chez les Républicains, il y a une division sur cette question, avec les gens qui sont fidèles à sa ligne traditionnelle et ceux qui finalement renaissent de leur cendre, qui sont plus interventionnistes. Le nous. Qu'est-ce que ça vous implique? Mais ça veut dire que dans l'esprit de Trump et dans l'esprit de beaucoup d'Américains, je crois qu'il y a une coalition de fait entre les Israéliens et les Américains. Les deux pays sont tellement proches que finalement, cette coalition, elle est là, quoi qu'il arrive, même en temps de paix d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, le nous, il peut aussi s'appliquer à l'armement utilisé de très haute technologie, utilisé contre l'Iran, qui est en partie israélien. Il y a des possibilités de développement qui sont très importantes en Israël, mais quand même pour tous les vecteurs aériens, les avions notamment, F-35, F-35 spécialement conçus pour Israël, qui n'ont pas les mêmes restrictions que les F-35 vendus à l'export dans les autres pays du monde, avec une avionics, c'est-à-dire tous les instruments, tous les radars, toute l'électronique de bord, qui est spécifique pour les avions israéliens. Donc oui, il y a du nous, puisque ce sont ces avions-là, entre autres, avec les F-16 et les F-15, qui sont aussi américains. Les bombes sont américaines, qui frappent en Iran. On dit toujours, d'ailleurs Biden l'avait fait sur les plus grosses bombes au moment de Gaza, si jamais les Américains arrêtaient de livrer les bombes à Israël, mais tout s'arrêterait et le pays ne pourrait même plus se défendre en grande partie, puisqu'une partie de l'armement anti-aérien provient aussi des États-Unis, notamment pour les munitions. Ça peut être un frein, d'après vous, les menaces directes d'Ali Khamenei qui s'adressent finalement à Donald Trump aujourd'hui? Je ne le vois pas comme un frein. Je ne pense pas. Non. On s'attendait, les Iraniens, on s'attendait à ce genre de déclaration de la part du guide suprême Khamenei. Donc je ne pense pas qu'il y ait une surprise. Je ne pense pas que Trump soit tombé de sa chaise. Il a déjà entendu des choses similaires.
Maintenant, c'est vrai qu'il ne veut pas. Ça lui rappelle aussi ce que lui, il a dit pendant toute sa campagne et pendant tout son temps à la Maison-Blanche, en étant hostile à ce type d'intervention et sachant qu'il est avec un Netanyahou qu'il ne maîtrise pas forcément et qui, lui, veut aller plus loin. Et qui lui met la pression. Il peut renverser un régime et pense que ça peut être. Et dit que ça peut être une solution au problème, alors que tout le monde dit que ça ne peut pas résoudre le problème dans son entier. Mais alors justement, sur le changement de régime, effectivement, les buts de guerre, on a bien compris, sont différents pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Mais vous avez vu l'évolution de Donald Trump quand même, quand hier, il dit « Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême, c'est une cible facile, nous n'allons pas l'éliminer, du moins, pas pour l'instant, mais notre patience arrive à bout. » Ce qui est très étonnant, de mon point de vue, en étant ici et en étant en contact avec un certain nombre de personnes, c'est qu'on a l'impression que c'est Benjamin Netanyahou qui dicte d'une certaine manière une partie de la politique que mène Donald Trump dans la région. Je le dis avec prudence parce qu'on ne connaît pas le secret des conversations et on sait que les hommes ne sont pas en même temps des amis de 30 ans. Mais il y a dans le jusqu'à-boutisme de Benjamin Netanyahou quelque chose qui parle à l'oreille de Donald Trump. Et donc, malgré les sondages qui sont très défavorables à un engagement américain, je parle des sondages américains, 16% des Américains seulement sont favorables à un engagement des États-Unis dans le conflit, et ils sont 53% à y être hostiles chez les républicains. Pourtant, on voit bien, on verra, il y a un bruit de botte quand même, un bruit d'avion plus exactement, excusez-moi. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas de troupe au sol, mais on sent que la tension monte et que Donald Trump est peut-être, je vais rester très prudente, sur le point de donner son go à des frappes, une fois encore, tactiques sur des cibles repérées, celles qu'on connaît, et qui permettent, avec les moyens américains, de détruire une partie des infrastructures nucléaires iraniennes. Vous êtes d'accord, général, la tension est en train de monter. En tout cas, il y a comme une escalade verbale pour le moment. En tout cas, l'étincelle est pas loin. Alors, je pense que, si je suis un peu cynique, je dirais que Trump attend que les Iraniens fassent une faute sur une plateforme américaine dans la région, Possible. ce qui justifierait le déclenchement de la foudre sur les objectifs principaux iraniens. Alors pour le moment, les Iraniens font très attention justement à ne pas provoquer les Américains dans tout le golfe arabo-persique et à ne pas toucher à une quelconque plateforme. Et manifestement, ils ont passé la consigne à tous les groupes qui peuvent être favorables, les groupes chiites qui peuvent se trouver en Irak ou ailleurs, pour surtout ne pas toucher à un seul cheveu américain. Donc là, on est quand même très très près de l'explosion parce qu'il touche à un seul cheveu. Ça, c'est la grande foudre parce que ce qui se passe en ce moment, vous avez d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les conditions optimales pour des opérations aériennes approfondies sur les sites nucléaires en utilisant l'armement américain et donc les équipages américains. C'est optimal parce que les Israéliens ont nettoyé le ciel, maîtrisent à peu près toutes les défenses solaires qu'ils ont détruites ou neutralisées. Et donc, c'est un moment extrêmement favorable. Par contre, ce qui manque, c'est le faux pas iranien. Pour le moment, il n'est pas commis, justement. C'est assez... Parce qu'il est attendu pour vous. Il est attendu. Oui, parce que il touche un seul cheveu américain et ça y est, on peut y aller. Parce que ça ne sera pas les Américains qui seront engagés. C'est les Américains qui, au-delà des mots, auront touché à un intérêt ou à un citoyen américain. Donc on est quand même dans une grande période de tension. Et comme on sait historiquement, ce genre de petites flamèches peuvent démarrer assez facilement. D'une manière ou d'une autre. Mais donc c'est extrêmement dangereux. Mais c'est vrai qu'au fil des jours, juste parce que vous avez vu la citation de J.D. Vance, le vice-président américain, parce qu'on se disait il y a des signes. Au fil des jours, on sent quand même que ça se précise du côté des États-Unis. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je ne veux pas la lire, Xavier. C'est là, oui. Le président a été clair, l'Iran ne doit pas avoir d'enrichissement d'uranium, et il l'a répété, que cela pourrait arriver de deux manières. La manière agréable ou l'autre. Ça se précise. Oui, ça se précise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Khamenei a parlé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait des menaces aussi précises, le guide suprême, en disant il nous sera plus facile de frapper les bases américaines qu'Israël. Pour une raison simple, il suffit de regarder la carte. Israël, c'est à peu près 1500 km depuis l'Iran
pour aller frapper. Les bases américaines, elles sont juste de l'autre côté du golfe Persique qui porte bien son nom. On est à peu près sur du 500 km pour frapper Qatar, Koweït, Bahreïn, où sont les principales Émirats arabes unis, où sont les principales bases américaines. Et là, il y a énormément de personnel. Ce sont des dizaines de milliers d'Américains qui travaillent sur ces bases, plus d'une centaine d'avions qui ont été renforcés. Et là, on revient à J.D. Vance. On voit un déploiement de forces aériennes américaines qui n'arrête pas en fait. Hier, on avait 32 ravitailleurs qui traversaient l'Atlantique. Ce matin, on avait à nouveau une dizaine d'avions, gros porteurs, à nouveau des KC-46 ravitailleurs pour les avions. On parle de F-22, un avion qu'on voit très très rarement, parce qu'en plus, c'est pas un avion qui est très très utile aux Américains. En l'occurrence, c'est un chasseur de supériorité aérienne, c'est-à-dire qu'il combat les autres avions. Il fait très peu de bombardements. Cet avion-là a été déployé comme si vraiment les Américains voulaient à minima montrer tous leurs muscles, quitte à voir s'ils allaient s'en servir.